et c'est avec lui que j'ai démarré la photo animalière. Je trouve ça fascinant, merveilleux. Un blaireau, il peut vous sentir à mauvais vent à 500 ou 600 mètres. Menacé par des commandos à la solde des princes arabes, les gens font, je m'excuse de le dire, font n'importe quoi. La Suisse a manqué un rendez-vous majeur avec l'histoire. Des gens descendent en rappel dans les falaises pour venir prélever les œufs ou les oisillons. On peut craindre que d'ici 30 ans, le lynx disparaisse du Jura. On marche, on parle, on rêve un peu. On vibre, on avance, on ouvre les yeux. On suit les histoires et les secrets de ce que la vie a inspiré. Pas à pas, on se laisse guider dans leur monde caché. Balade entre passionnés, la balade peut commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette balade entre passionnés. Je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau concept et je suis très heureux de vous faire découvrir des passions et surtout des gens qui ont des aventures merveilleuses. Donc comment commencer ce concept ? Eh bien avec ma passion qui est la photo animalière et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Alain Prêtre qui est un photographe animalier qui a mis en avant et mis en valeur les animaux du Jura et puis qui a fait beaucoup de reportages animaliers. Bonjour Alain, je suis très heureux de t'accueillir. Bonjour Adrien, merci de l'invitation. Alors Alain, tu es passionné d'animaux, de nature, de sauvage, de photographie animalière. Comment tout ça a commencé ? En fait, moi je suis né dans une petite vallée sauvage de Franche-Comté, la vallée du Dessous, pour ne pas la citer. Une vallée très peu peuplée, donc où il n'y avait pas tellement d'autres activités possibles que la découverte, que l'immersion dans la nature sauvage, dans l'élément naturel. Et donc déjà j'ai commencé à apprendre à connaître la vie animale qui m'entourait, avec l'aide de mon père qui était forestier, qui connaissait bien la nature, les essences forestières, la faune locale et tout. Et puis, donc, un peu plus tard, je dirais vers l'âge de 16 ans, j'ai éprouvé l'intérêt d'immortaliser déjà un animal qui pour moi était un peu mon animal fétiche, le chamois. Ok. Donc c'est un peu lui qui m'a amené à la photo animalière. J'ai commencé avec lui parce qu'à l'époque, dans les années 70, début des années 70, il était de retour depuis quelques petites décennies, donc il n'y en avait encore pas beaucoup. Et il m'a tout de suite fasciné pour son élégance sauvage, pour un tas de questions. Et c'est avec lui que j'ai démarré la photo animalière, quoi. D'accord. La rencontre avec le chamois, c'était un grand moment, une vraie révélation. Et je me suis dit, je vais acquérir du matériel photo pour, encore une fois, immortaliser mes rencontres avec cet animal, quoi, qui à l'époque n'était pas chassé, donc qui était placide, relativement peu farouche. Et donc ça multipliait l'intérêt, quoi, de pouvoir se porter à la rencontre d'un animal qui n'avait pas peur de l'homme. Magnifique. Hein, qu'il ne considérait pas comme un ennemi, quoi, avec lequel il pouvait... vaquer, être en relation, je dirais, en interaction, c'est peut-être un peu prétentieux, mais sans risque d'être retiré, quoi, ou malmené. Tu te souviens un petit peu de cette première rencontre, le contexte, comment ça s'est passé, l'ambiance, est-ce que tu as ressenti ? Oui, c'était un peu une quête, parce qu'à l'époque, il y en avait peu de chamois. Au départ, c'était un peu... Je partais un peu dans l'inconnu, il fallait trouver l'animal, donc ça a commencé par le repérage de, aussi bête que ça puisse paraître, de crottes, trouver des crottes, des fientes, des empreintes, des poils laissés sur des rochers, etc., quoi, jusqu'au jour, où l'animal s'est présenté, s'est offert à moi, quoi, hein. C'était vraiment magique, dans une petite reculée de la vallée du Dessoubre. Il y avait une harde d'une douzaine d'individus. Hein. Oh, voilà. Ah oui, c'était pas juste un individu. Non, parce qu'il vit en harde. Hein. D'accord. Bon, il peut y avoir des solitaires qui, à un moment donné, dans leur vie, décident de jouer leur vie en solo, mais normalement, c'est un animal grégaire qui vit en harde. Donc, j'ai découvert cette harde, et puis j'ai appris à la connaître, à la suivre, à la découvrir, à apprendre comment elle fonctionnait, à quelle heure elle se déplaçait au gagnage pour manger, etc. Quand elle se remisait dans les rochers et tout. Puis pour finir, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, elle m'était familière, puis je savais à quel moment de la journée où la trouver, quoi.
Incroyable. Donc c'était que du bonheur, quoi. Et mes premières photos, c'est de loin, c'était pas les meilleures images que j'ai faites, hein, comme dans n'importe quelle activité. Hein, il faut s'apprivoiser à l'animal, au matériel, apprendre à travailler son œil, à l'affûter et tout. Mais pour moi, c'est mes plus belles images. C'était du noir-blanc à l'époque. Hein. Je développais moi-même. Ouais. Elles ont un caractère sentimental, charge émotionnelle, affective, incroyable, ces premières images. Tant bien même que ce ne soient pas les meilleures que j'ai pu faire sous le chameau, loin de là. Mais c'est les premières. C'est les premières. Normal. Et puis, tu as quand même une longue expérience maintenant en photographie animalière. Ça fait des dizaines d'années que tu as fait ça, que tu as cette activité. Et donc, comment tu as eu le déclic que ça devienne une activité professionnelle? Ben en fait, bon, il y a eu une interruption quand même dans mon activité de photographe animalier pendant 2 ou 3 décennies, puis je m'y suis remis de manière un peu, on va dire, professionnelle, avec tout ce que ça implique comme repérage, prospection en amont, étude de l'écologie des animaux, apprendre les techniques de l'affût et tout ça. Mais ça remonte à une bonne vingtaine d'années maintenant. Hein. C'est vrai que ça a complètement changé ma façon de voir la nature et d'apprécier la vie sauvage aussi, parce que là, je suis vraiment rentré dans un concept de recherche obsessionnelle de la perfection à tous les niveaux, à toutes les étapes de la photo, hein, qui commence déjà par l'observation, le repérage, après éventuellement la construction d'un affût, la prise de vue, enfin tout ça jusqu'au post-traitement. Hein, c'est toute une chaîne, toute une filière qu'il faut apprendre à maîtriser, quoi. Oui, parce qu'on a l'impression que c'est facile, qu'on a juste à aller se balader en forêt, ça se fait pas tomber comme ça sur un animal. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que tu veilles à respecter la vie de l'animal et à le déranger au minimum. Oui, disons. C'est vrai qu'après, dès qu'on met les pieds dans la nature, on dérange, hein, parce qu'on peut écraser sans faire attention des insectes, casser une fleur et tout. Voilà. Bon, ça, il faut le savoir, mais après, il y a dérangement et dérangement. C'est vrai que moi, mon grand plaisir, mon plus grand bonheur, c'est de photographier un animal qui ne m'a pas aperçu, qui ne m'a pas vu, qui ne m'a pas entendu, hein, et puis me retirer sur la pointe des pieds, alors qu'il continue à vaquer à ses occupations. Ouais, quoi. ça, c'est incroyable. Moi, je fais très, très attention. Après, je suis comme tout le monde, je serais bien prétentieux et ce serait malhonnête de dire que je n'ai jamais dérangé un animal sauvage. Non, ça m'est arrivé de déranger. Je pense qu'aucun photographe animalier ne peut dire qu'il n'a jamais à un moment donné commis une erreur d'appréciation, etc., puis qu'il n'a pas dérangé un animal. Non, bien sûr qu'on dérange. Mais disons que la photo, ce n'est pas mon but ultime. Si pour faire une image, je dois déranger un animal, je préfère m'abstenir, quoi. Et revenir, enfin, trouver d'autres circonstances, d'autres occasions. Mais si je sais que je vais déranger l'animal, je m'abstiens de prendre la photo. Le fait de ne pas déranger l'animal, c'est vraiment quelque chose qui est déjà difficile quand on va faire du repérage, parce que du coup, on a des feuilles mortes, on a des branches par terre, on fait du bruit, on a aussi une odeur que du coup les animaux peuvent sentir. Voilà. Il faut prendre l'information de la direction du vent. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Comment tu as pu acquérir toute cette connaissance? Est-ce que c'est à force d'aller sur le terrain et donc au début tu fais des erreurs, tu apprends tes erreurs, ou est-ce que tu as suivi des formations? Disons que la meilleure école, c'est quand même sur le terrain, quoi. Hein. Et c'est vrai que dès l'instant, je me répète, mais on va en forêt, par exemple, l'animal, il a des sens, c'est ce qui lui autorise de survivre, hein, toutes les difficultés qui se présentent à lui, mais il a des sens qui lui permettent souvent de nous voir, de nous entendre, de nous sentir avant même que nous, on les repérait. Mais c'est aussi à travers la littérature, quoi. Je me suis beaucoup informé à travers des livres, disons, à caractère scientifique, hein, décrivant l'écologie d'une espèce de A à Z. Hein. Par exemple, ne serait-ce que le blaireau. Un blaireau, il peut vous sentir à mauvais vent à 500 ou 600 mètres. Il peut repérer l'odeur humaine à 500 ou 600 mètres. Ça, c'est incroyable. Ça veut dire que si vous vous rendez sur un terrier de blaireau avec l'intention de faire des photos, il faut déjà bien voir dans quel sens le vent souffle,
faire un détour pour arriver sur le terrier à bon vent, au moins une demi-heure avant, que même si le vent est très faible, que votre odeur ait le temps de se déposer, hein, de manière que quand le blaireau va sortir, il ne puisse pas suspecter votre présence. Donc il faut apprendre à connaître l'animal avant d'aller faire de l'image. Déjà, c'est plus intéressant, c'est plus agréable de savoir ce qu'on photographie, comment l'animal évolue dans la nature. Et puis, ça évite aussi de commettre des erreurs. D'abord, informez-vous avant d'aller sur place, sur site. Parce que c'est vrai que le numérique, ça a démocratisé la photo animalière. Je me rappelle, à l'époque, j'habitais dans le département du Doubs. On était peut-être 5 ou 6 à faire la photo animalière au début des années 70. Maintenant, j'en sais rien. Il y a plusieurs centaines de photographes animaliers, en guillemets, hein, débutants, aguerris, professionnels, etc. Puis aujourd'hui, c'est devenu un peu une mode et les gens font, je m'excuse de le dire, font n'importe quoi souvent. Ils font n'importe quoi. Moi, j'ai assisté à des études des comportements totalement inadmissibles, quoi. Et le côté pernicieux, pervers de tout ça, finalement, c'est les réseaux sociaux. Parce que les gens recherchent la notoriété et puis pour ce faire, sont prêts à sacrifier une couvée, une nichée, une portée. Oui, c'est ça. Ouais. Je ne crois pas que ce soit des gens qui aiment... On peut faire de la photo animalière sans vraiment aimer la nature. Parce que aimer quelque chose, aimer un être, qu'il soit humain ou non humain, c'est le respecter déjà. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Hein. Complètement. Voilà, donc à partir de là... si c'est simplement un objet de consommation, hein, un trophée, comme ça peut l'être pour les chasseurs qui prétendent aimer la nature, alors que j'ai de la peine à comprendre qu'on puisse aimer la nature à coups de fusil, non, quoi, ça colle pas, quoi. Donc, attention à bien s'informer, attention à ne pas déranger les animaux. Et toi, du coup, tu as réussi à photographier des espèces qui sont quand même incroyables sans les déranger, et je pense notamment au lynx. Que tu as pu photographier dans le Jura, il me semble. C'est ça. C'est ça, dans le Jura. Moi, c'est une espèce que je n'ai pas eu encore la chance de voir. Et je trouve ça fascinant, merveilleux de pouvoir tomber nez à nez avec cette espèce-là. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter un petit peu cette rencontre ? Oui, cette rencontre avec ce lynx sans oreille, ça a été un petit peu un coup de chance, quoi. Je me baladais dans un secteur où le chamois est présent, puis c'est la nourriture c'est la proie de prédilection du lynx. Donc on peut supposer que quand on va voir une herde de chamois, puisque le chamois est au menu du lynx, on a davantage de chances de le rencontrer. Et puis il s'est trouvé que le long au fil de ma balade, là je suis tombé dessus, mais tout à fait par hasard. Il était sur une souche, hein, il se reposait en plein après-midi. Je l'ai vu à peu près une cinquantaine de mètres. Après, je me suis approché à peu près à 30 mètres. Puis cette fois, j'ai dit, voilà, je reste tranquille. Et lui a vu que je n'étais pas un danger pour lui parce que il t'a repéré. Il m'avait repéré, sans doute même avant que j'arrive, avant que je ne le voie, quoi. Ouais. Mais le lynx, il faut savoir qu'il n'est pas farouche. Il est discret, secret, mais pas farouche, ce qui le rend très vulnérable. C'est un chasseur mal intentionné, il peut très facilement l'abattre, quoi. Ah, c'est terrible. Donc, je me suis trouvé avec lui pendant 4h30 de temps. Incroyable. À une trentaine de mètres. J'ai simplement navigué sur la même latitude où j'étais pour changer d'angle de prise de vue. Mais je suis resté à cette distance de 30 mètres. Et il somnolait de temps en temps. Comme il pleuvinait un petit peu, il se redressait. C'était un chat, les félins n'aiment pas l'eau. Oui. Il secouait la tête, il me regardait, il se rassoupissait. Il se redressait sur la souche, il bâillait pendant 4h30 de temps. Merveilleux. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Et puis après, il est parti tranquillement, quoi. Voilà. Ah oui, tranquillement. Il s'est arrêté à peu près une cinquantaine de mètres. Il m'a regardé une dernière fois. J'ai dit merci. Ouais. Et puis il a continué son chemin. Probablement qu'il allait en chasse. Et il vit toujours. Je sais qu'il a été vu il n'y a pas très longtemps, quoi. Et donc c'est un grand moment. Il y en a eu d'autres avec le lynx, hein. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises, quoi. Encore une fois, c'est une espèce qui n'est pas farouche, quoi. C'est magnifique quand même comme rencontre. C'est exceptionnel, quoi. Hein. C'est le cœur bat vraiment fort. Et les premières images sur ce lynx sans oreille, elles étaient floues parce que j'étais tremblant, quoi. Oui, j'imagine. Ouais, j'étais saisi par l'émotion, quoi. Ouais. Hein. Ouais, parce que c'est un animal qui a été présent dans le Jura pendant très longtemps, qu'on a été exterminé, comme le loup. Bon, à la différence du loup, il a été réintroduit, hein.
dans les Tout à années fait. 70 dans le massif du Cru du Vent par un inspecteur de la faune qui était un avant-gardiste, un pionnier, un visionnaire qui s'appelait Archibald Cartier. Mhm. Et puis de là, il a essaimé sur l'ensemble du Jura, quoi. Et donc, c'est une richesse. Il a ennobli, comme le loup d'ailleurs, la faune régionale, la faune jurassienne. Et puis, il habite nos paysages, il leur donne une âme. C'est évident, quoi. Et puis Dimension. c'est une très belle espèce, c'est Ouais. gracieux. Ah oui, oui, ouais, oui. C'est tout à fait. magnifique, quoi. Mm. Et alors, pourquoi ce lynx-là n'a pas d'oreille? Ah, alors, donc il n'a pas d'oreille, mais il entend. Hein. Enfin, Mm. on ne voit pas ses oreilles externes, ne sont Mm. pas, elles sont effectivement pas. Il n'en est pas doté, mais il entend très bien. Sauf que les oreilles externes lui permettent quand même, avec les petits pinceaux qui sont au sommet, Mhm. de distinguer, de pouvoir localiser la provenance des sons, donc savoir si ça vient de droite, de gauche, nord-ouest, sud, etc. Donc c'est un peu un handicap pour lui, mais pas plus que ça. Mais en fait, tout simplement, s'il est sans oreille, c'est un problème de consanguinité, parce que le D'accord. lynx aujourd'hui, dans le Jura, il n'a pas eu l'occasion de rencontrer d'autres lynx de régions voisines, les Vosges, les Préalpes vaudoises ou le Jura vaudois. Donc, il se reproduit, les animaux se reproduisent entre eux, et ça crée un problème d'appauvrissement génétique, hein, donc qui conduit à des malformations de ce type, à des problèmes d'infertilité, de souffle au cœur, etc. Et donc, il serait vraiment urgent, puisque le lynx jurassien, il se déploie sur les deux versants, donc suisse et français, que les autorités françaises et suisses se coordonnent, se concertent pour décider d'un programme de renforcement de la population à partir d'espèces d'individus qu'on pourrait aller chercher en Slovénie, en Bulgarie, enfin peu importe, dans un pays de l'Est, adossé évidemment à un financement de cette opération. Parce que si ce n'est pas le cas, on peut craindre que d'ici 30 ans, le lynx disparaisse du Jura. Oh mince, Eh ah oui, d'accord. eh oui, on en est là, quoi. Mm. Il est temps que les autorités réagissent, sachant que ce n'est pas le seul problème. Il y a le problème des collisions routières aussi, Oui, énormes, hein, qui impactent quand même beaucoup de jeunes au moment de la dispersion. Hein. tout à fait. Il y a le problème du braconnage, quoi. Donc ces trois éléments font que le lynx du Jura, dans le Jura, il est menacé. Il faut absolument que les autorités se réveillent, quoi. Et puis renforcent la population pour amener du sang neuf. Oui, parce que le lynx n'a pas du tout les mêmes habitudes en termes de déplacement que le loup, par exemple, où le loup, lui, il va partir depuis le sud des Alpes pour revenir jusque dans le Jura, voire jusque dans les Vosges. Le lynx, lui, a vraiment un territoire et il reste sur son territoire. Bon, le loup a aussi un territoire, sauf que son territoire est beaucoup plus grand. Hein. Quand un territoire est saturé, le loup progresse vers le nord. Hein. C'est ce qui s'est passé avec le loup, hein, Canis lupus, qui n'a pas été réintroduit, mais qui est arrivé dans les Alpes du Sud en 92, venant des Abruzzes. Et depuis les Alpes du Sud, depuis le massif du Mercantour, il a reconquis petit à petit tout l'arc alpin pour arriver dans le Jura il y a une douzaine d'années à peu près. Et donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, la meute la plus septentrionale, elle se trouve dans la vallée de la Brévine, hein, et donc on peut imaginer que demain, il y en aura sur les Franches-Montagnes, après Soleure, etc. Quoi, hein. Que le lynx, c'est plus compliqué pour lui. Il est beaucoup plus territorial, hein, il ne fonctionne pas de la même manière, quoi. Donc il faudrait qu'il y ait une jonction qui puisse se faire, par exemple, entre la population jurassienne puis celle des Vosges, mais c'est très compliqué, quoi. Est-ce qu'il y a une espèce qui manque à ton palmarès et que tu rêverais de pouvoir prendre en photo? Il y en a une dans le Jura, elle se fait elle est extrêmement rare. Il y a à peu près 25 ou 30 couples nicheurs en France. C'est le pic tridactyle. Celui-là, je le connais pas. Il vit dans le Jura, il y a quelques exemplaires, dans le Jura vaudois notamment. J'ai déjà un petit peu prospecté, pas suffisamment, mais pour moi, ça, c'est le Graal, quoi. Je veux dire, si j'arrive une fois à le rencontrer, parce qu'il n'est pas farouche du tout. Une fois que tu l'as localisé et tout, il va tourner autour d'un tronc sans prêter attention à toi. Tu peux le photographier à 4 ou 5 mètres. Hein. D'accord. C'est un très bel oiseau, un petit pic. Hein. Ah oui, ça, lui, si j'arrive à le photographier, vraiment, j'en serais très, très heureux, quoi. Tu as eu la chance aussi de photographier le grand tétras?
Le grand tétra, oui. Magnifique, ça Alors, aussi. pareil, en voie de disparition, Ouais. hein, dans le Jura et ailleurs également, hein. Mais là, je ne suis pas allé sur des places de champs, là où il se reproduit, mais c'était sur des coqs fous. Le coq fou, c'est au moment des parades, Mm. en mai, donc, puisque l'espèce est en déclin, il y a des mâles qui ne trouvent plus de femelles pour s'accoupler. Et si je peux dire, les hormones leur montent à la tête, ils deviennent complètement fous, D'accord. ils deviennent très agressifs, Mm. hein, et donc ils sont agressifs non seulement avec l'humain qui passe à proximité, mais ça peut être sur un renard, ça peut être sur un lynx. Bon, ils ont une espérance de vie très limitée. Et il y a bien. aussi les petites chouettes nordiques que j'ai eu plaisir à photographier. Ce sont des reliques de l'époque glaciaire, quoi. Les chouettes de chevêchette, les chouettes de Tegmalm, Oui. on en trouve dans le Jura. Ouais. Elles ont réussi à surmonter toutes les vicissitudes climatiques. Elles sont arrivées sur Terre après la dernière glaciation du Würm, il y a 12 000 ans. Et elles sont encore présentes aujourd'hui, hein. C'est dingue. Mais avec C'est le dingue. réchauffement climatique, c'est pareil, c'est des espèces qui risquent de disparaître à terme et assez vite, hein. De la même manière que le lagopède alpin va sans doute aussi Oui. disparaître, quoi. C'est incroyable parce qu'on a quand même une très grande diversité d'espèces, que ce Ouais. soit dans le Jura, dans les Ouais. Alpes ou même ici, Ouais. plus dans le Jura vaudois. On a énormément d'espèces. Ouais. Et en fait, quand on fait la liste, il y en a énormément qui sont touchés ou qui sont impactés par le réchauffement climatique Ouais, ouais. et qui sont en danger. Et puis qui peuvent mourir en silence sans même que la C'est population, dingue. dans sa globalité, en soit au courant, quoi, hein, parce qu'elle ne les connaît pas. Et c'est Tout à dommage, fait. quoi. Alors, on a derrière toi des livres que tu as réalisés. Ouais. Donc, pour le Jura, qu'est-ce qui t'a donné envie de pouvoir faire un livre, de pouvoir partager ces photos, cette passion pour le sauvage? Donc, c'est pas le premier, celui-là. Oui. C'est le troisième, hein. Ouais. Mais, ouais, disons que... Ben, enfin, c'est peut-être un peu grandiloquent puis prétentieux de dire ça, mais je pense que je suis arrivé quand même à bien maîtriser la photographie, à produire des images quand même qui tiennent la route, hein. Oui. C'est pas à moi de le dire, mais enfin, sans forfanterie, mais je crois que voilà, je fais quand même quelque chose qui est potable. Et puis à partir de là, je trouvais intéressant de partager ce que j'ai fait, non seulement que les gens aient accès à la beauté du sauvage, mais aussi d'instiller dans les textes des réflexions sur la fragilité de la biodiversité, hein. Et c'était aussi ça, ce ne sont pas des ouvrages militants, mais quand même, de manière récurrente, j'attire l'attention des gens sur le fait que cette nature, elle est fragile. Ouais. C'est un don du ciel pour ceux qui croient en Dieu, de la nature pour les autres, mais qu'il faut absolument préserver dans un contexte où on parle d'effondrement de la biodiversité. Donc il s'agit que chacun prenne conscience de la fragilité de cette nature et puis essaye de s'engager pour cette cause, parce que la biodiversité, c'est ce qui nous fait vivre. C'est l'eau qu'on boit, c'est l'air qu'on respire, enfin c'est la nourriture qu'on consomme. Et donc, si la biodiversité disparaît, l'humanité, par voie de conséquence, va disparaître. Ouais. Et pour revenir sur ton concept de la passion avant tout, c'est ce que j'explique aux gens. Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de patient. Faire les courses, c'est pas mon truc. Enfin, jouer aux échecs non plus, enfin, etc., quoi. Mais là, dans la nature, je peux passer des heures et des heures. Parfois, ça m'arrive de faire des affûts de 10-12 heures de temps. Oui. Et je ne trouve pas le temps long. Parce qu'on se dit que dans la seconde qui va suivre, il peut se passer quelque chose. Tout à fait. Et voilà. Donc, on est toujours dans l'attente. On est focalisé sur son sujet. Enfin, voilà. Et puis, on oublie tout, quoi. On est concentré sur son affaire. Est-ce que toi, tu as déjà eu peur pendant un affût? Non, jamais, non. Sauf, peur, c'était de l'appréhension quand j'étais allé pour photographier des ours en ex-Yougoslavie, là. Ok. Bon, l'ours, c'est pas dangereux en soi, en tout cas pas l'ours brun, sauf dans deux situations particulières. Si on le rencontre comme ça, de manière impromptue, qu'il est à 10 mètres, il a peur, il va réagir et puis il peut t'agresser. Ou si on se trouve entre la mer et les jeunes, là c'est mortel, il faut vite s'en aller, quoi. Mais quand même, il y avait une appréhension de voir des grands ours, des ours qui pesaient jusqu'à 400 kilos, en étant quand même à une distance
raisonnable, mais enfin, ils avaient toute la possibilité, s'ils l'avaient voulu, de me poursuivre, de me pourchasser, puis de me rattraper. Hein. Parce qu'il faut savoir que l'ours, il nage plus vite que toi, il court plus vite que toi et il grimpe plus vite que toi. Ouais. Donc il y a eu de l'appréhension avec les ours, mais pas de peur, panique. Non, parce que l'animal sauvage, déjà l'homme, il n'est pas au menu de l'ours, pas plus qu'il est au menu du loup ou du lion, quoique avec les lions, c'est un peu plus délicat. Non, mais je ne peux pas dire que j'ai eu peur, mais j'ai un peu d'appréhension. Et puis en plus de ça, on n'est pas derrière un grillage, on n'est pas derrière un zoo. L'ours, il est en face de nous. Ouais. Donc oui, je comprends. Et je me souviens que la première fois que j'ai vu l'ours, c'était dans le massif de Rijnak, c'était en Bosnie ou en Croatie, je ne me souviens plus. Et donc, il se reposait en lisière, il avait sans doute mangé, il était en train de digérer. Et puis moi, justement, j'étais pris entre l'envie de faire des photos et puis un peu la peur, quoi. Finalement, c'est l'envie de faire des images qui l'a emporté sur mon appréhension. Il était à peu près à 25 mètres et je voyais ses incisives. De temps en temps, il jetait en grognant une patte avant contre moi, quoi. Il était adossé à un foillard, à un hêtre. Hein. Mais voilà, je me suis dit, non, il n'y a pas de souci, quoi. Bon. Puis ça, non, il est resté tranquille. Mais bon, voilà, j'étais jeune, puis je me suis dit, tout d'un coup, je peux me sauver. Oui. C'est un mauvais calcul. De toute façon, je n'aurais pas eu de chance. Mais ça s'est arrêté là, quoi. Il n'y a pas eu de suite. Hein. Ouais. Continuons maintenant un petit peu sur une activité qui est en lien, bien sûr, avec les animaux et la photographie, dans laquelle tu es énormément engagé et investi. C'est la défense du lynx et du loup. Tu travailles avec des associations qui sont très actives pour le lynx et le loup. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu t'engager? À quel moment c'est arrivé? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Ça remonte à ma prime jeunesse, en fait. Hein. Le lynx et le loup, c'est venu sur le tard, quoi. Parce que dès que j'ai commencé à faire de la photo animalière, j'ai pris conscience à l'époque déjà, de la fragilité de la nature, tout simplement parce que j'ai vécu dans un petit village de 100 habitants dans la vallée du Dessoubre, qui était blindé, perclus de chasseurs, hein, qui tiraient dans tous les sens, enfin qui venaient au village après avoir fait leur forfait avec chevreuil, enfin tout ce qu'on veut, puis ils les brandissaient, ils les mettaient sur les capots des voitures et tout ça. Et tout, puis ça m'a tout de suite écœuré, puis j'ai éprouvé le besoin très tôt de m'engager dans la lutte contre la chasse. Hein. Donc j'ai été un des cofondateurs du Rassemblement des opposants à la chasse en 81. D'accord. Donc j'étais jeune, hein, j'avais pas 30 ans, avec Théodore Monod, qui est un écrivain voyageur, hein, très connu. Et puis je n'ai eu de cesse de lutter contre ce fléau, hein, qui attente à la biodiversité, hein. Même si ces gens-là prétendent être des écologistes et défendent la nature. Je ne pense pas qu'on a la même vision, la même conception de l'amour qu'on peut avoir pour le vivant. Hein. Et je crois que quand on aime, encore une fois, on ne tue pas. Hein. Et après, donc, j'ai fondé un groupe de protection de la nature qui s'appelait le groupe de protection de la nature du plateau de Mèche-le-Russey. Cette région étant au nord de Morteau. Hein, Morteau, je pense que les gens connaissent relativement. Oui. Et donc là, j'avais fondé un groupe et on s'est investi dans la surveillance des aires de faucons pèlerins. À l'époque, étaient menacés par des commandos à la solde des princes arabes qui venaient chercher les œufs dans les nids ou les oisillons avant l'envol. Ensuite, ils mettaient ces œufs en couveuse. Les oisillons éclosaient. Et puis après, ils les dressaient pour la fauconnerie et les vendaient aux princes arabes. Ils avaient des commandes sur une espèce qui reste quand même encore rare. Donc, on surveillait les aires pendant la période de reproduction pour éventuellement alerter la gendarmerie ou la police si on voyait des gens descendre en rappel dans les falaises pour venir prélever les œufs ou les oisillons. Ça se fait toujours, ça se fait toujours. Ça se fait toujours. Oui. C'est moins prégnant, mais ça se fait toujours, quoi. Et puis après, c'est vrai que la défense du loup, elle est venue avec l'arrivée du loup, quoi. Un trésor, quoi, de biodiversité. Ce n'est que du bonheur, mais il n'a pas été reçu comme ça par les éleveurs, les autorités
qui tout de suite ont sauté au fusil, au lieu d'inciter à prendre des mesures de protection. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, la réglementation et la législation est un peu plus bienveillante envers le règne animal que ça ne l'a été, effectivement, dans les années 70, 80, voire 2000? Est-ce que tu penses que les choses ont un peu évolué aujourd'hui? Il y a eu quelques progrès de fait, Ouais. mais globalement non, parce que ici nous sommes en Suisse, et la Suisse, il faut savoir que en Europe occidentale, hein, l'Europe de Schengen, on peut dire, hein, puisque la Suisse en fait partie, c'est le pays où l'effondrement de la biodiversité est le plus important. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Ok. Oui, oui. La Suisse est en queue de peloton en termes de disparition de la biodiversité. Donc il n'y a pas que la chasse qui est en cause, bien sûr. Il y a le modèle agricole, hein. On a supprimé toutes les haies en Suisse. Il y a le bétonnage, hein. C'est un petit pays et on bétonne, on continue à construire des lotissements, des quartiers de villas, des autoroutes, enfin, etc., quoi. Il y a plein de facteurs. Les pesticides, Oui. hein, les pesticides sur lesquels la Suisse avait l'opportunité de se distinguer il y a 2 ou 3 ans en votant pour l'abolition des pesticides. Là, je trouve que la Suisse a manqué un rendez-vous majeur avec l'histoire, parce que ça aurait été le premier pays au monde à abolir l'usage des pesticides. Elle aurait bénéficié d'un coup de projecteur incroyable venant du monde entier. Ouais, Un exemple, c'est clair. déjà sur le plan moral, éthique, on aurait présenté la Suisse comme vraiment un pays avant-gardiste, mais c'était un rendez-vous vraiment manqué, c'est dommage, quoi. Et non, moi je trouve que la réglementation, elle n'a pas beaucoup évolué, hein. Je suis très surpris parce que c'est vrai que c'est tellement un beau pays. Ouais. C'est l'image qu'on en a. Ouais. Par exemple, moi j'ai des amis en France qui vivent assez loin de la frontière. La Suisse, ouais, non, je dis la Suisse, non. C'est pas un pays de protection de la nature. Les Suisses aiment la nature globalement. Ils aiment randonner, c'est connu. Ils aiment beaucoup la randonnée. Tout à fait. Mais en termes de protection du sauvage, des biotopes, non. C'est pas un exemple. Loin de là. C'est dingue. C'est un mythe, ça. Ouais. Et moi, je m'attache à déconstruire ce mythe. J'ai rien contre la Suisse. J'habite, je vis en Suisse. C'est pas le problème. En France, il y a énormément de choses à dénoncer, hein. Je suis français et je le fais. Mais la Suisse, pays où la protection de la nature est une priorité, ben non. Par exemple, vous avez 3 espèces dans les Alpes qui sont en déclin. Toutes les études le prouvent, toutes les études indépendantes. Je parle du lièvre variable, du lagopède et du tétralyre. Et on continue à chasser ces espèces. Ah, c'est dingue. Ces espèces sont toujours chassables. C'est un scandale. Complètement. Ces espèces devraient être totalement protégées, quoi. Qu'est-ce qu'on attend? Bah oui. Qu'est-ce qu'on attend? Et alors, Franchement. quelles sont les actions que tu mènes justement pour essayer de sensibiliser Bah, disons qu'on essaye avec Défendre the Wolf notamment à sensibiliser la population à l'intérêt de préserver les grands prédateurs, hein. Mais surtout on s'est opposé, mais avec des petits moyens, à la législation qui a fait du loup un ennemi héréditaire, l'animal à abattre, hein, ici dans le canton de Vaud, hein, bien qu'on ait, et je suis désolé de le dire, un conseiller d'État vert, hein, c'est hallucinant, il a pris quand même la décision d'éradiquer la meute du Montendre, hein, avec tous les dégâts collatéraux qui sont produits, puisqu'ils se sont trompés d'animal, de loup, ils ont tiré des loups qui n'étaient pas dans le collimateur, qui n'étaient pas désignés, enfin ils ont blessé d'autres loups qui aujourd'hui se baladent avec des mâchoires cassées, etc. C'est un peu le Far West en fait. Non, oui, c'est ça. C'est n'importe quoi. Ouais. Hein, alors qu'on aurait pu bénéficier de l'expérience d'autres pays, d'autres régions, comme celle des Abruzzes, où on a réussi à favoriser la cohabitation entre l'élevage et puis la vie sauvage. Hein. Mais non, ici, on a choisi la solution la plus simple, la plus radicale, c'est l'élimination, quoi. Puis encore une fois, le vivant, c'est précieux, on doit en prendre soin, quoi. Ouais. Franchement, en 2025, quoi. On en est encore là, quoi. À décider qui doit vivre, qui ne doit pas vivre, quoi. Le problème, et plus général, c'est que l'homme fait partie de l'écosystème, de la biodiversité. Il a sa place, et toute sa place, mais rien que sa place. On a voulu prendre toute la place. Tout le problème est là, quoi. Hein, on s'est arrogé le droit de vie et de mort sur le vivant, quoi, comme ça, sans précaution, sans discernement. On est capable d'aller sur la Lune, on a produit des ordinateurs, on parle d'intelligence artificielle, enfin tout ce qu'on veut, quoi.
mais en termes de relations, de cohabitation avec les êtres qui nous entourent, c'est le degré zéro. Moi, j'ai rencontré des éleveurs il y a 45 ans en Bosnie qui vivaient comme au temps de Zola, dans des cabanes en bois, des vieilles masures qui élevaient quelques cochons, quelques vaches, dont les animaux domestiques devaient faire face au loup et à l'ours, hein. Mais ils avaient quelques chiens de défense pour essayer de limiter la casse. Mais de temps en temps, ils avaient une prédation, et pour eux, quand une vache était prédatée, c'était catastrophique. Ouais. Qu'ici, le gars qui a 100 vaches, il s'en fait prendre une, il est indemnisé, c'est pas la mort du petit cheval, si je puis dire. Hein. Il va en survivre. Il faut arrêter de nous dire que l'élevage est menacé par le loup. Hein. Et donc, je leur ai demandé à ces gens-là, en Bosnie, qui vivaient très pauvrement, si ils étaient pour l'éradication des loups et des ours. Et ils m'ont dit, je me rappellerai jusqu'à mon dernier souffle, non, car ce sont les âmes de nos forêts. C'est beau. Il y a 45 ans, non, ce sont les âmes de nos forêts. Et puis vous avez ici des gens qui n'ont que l'extermination à la bouche, quoi. Ouais. C'est scandaleux, quoi. C'est dingue. C'est honteux. C'est dingue. C'est honteux. Ouais. Vraiment. C'est très poignant ce que, que tu dis, Alain, parce que c'est vrai qu'on a du mal à même sensibiliser les personnes à ce problème-là. Comment faire pour qu'il y ait enfin un réveil commun de toute la communauté pour se dire à un moment donné, mais prenons conscience de ce qui nous entoure et respectons, en fait, nous ne sommes que les invités finalement dans la nature. Et oui, c'est ça. Il faut se comporter en invité, non pas en conquérant, quoi. C'est ça. Et puis, il ne faut pas nous faire croire que 300 loups vont menacer les équilibres fondamentaux de la Suisse. Un pays neuf. Non, mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est pas sérieux, quoi. Les périls, on les connaît. C'est le dérèglement climatique, c'est le narcotrafic, on en parle beaucoup. C'est aussi les pesticides, c'est aussi le bétonnage, c'est aussi tout ça. Hein, c'est pas le loup. Moi, comme disait Balavoine, décédé tragiquement, je m'emporte pour ce qui m'importe. Et là, c'est avec le cœur que je m'exprime, quoi. Mais avec ma tête aussi. Ça se sent. On sent franchement, que ça te tient vraiment à cœur. Non, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, quoi. Pour essayer de revenir sur une note un peu plus positive. Mais n'empêche qu'il faut en parler. C'est important de pouvoir en parler. Je suis très content. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu t'inviter en tant que premier invité de ces balades entre passionnés. Tu es conscient et très investi du sauvage, des problèmes que ça entoure. Et je pense que c'est très important. Cette vidéo sortira du coup en début 2026. Je trouve que c'est très important qu'on ait enfin un réveil et que les gens puissent enfin se réveiller là-dessus. C'est fondamental. Et donc, justement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette année 2026 en réveil, ou aussi pour toi, pour la photographie animalière? Je crois qu'il faut pas faire preuve d'excès d'optimisme, quoi. Mais il faut espérer qu'on sera de plus en plus nombreux à prendre conscience et puis surtout à se mobiliser, à être dans l'action, dans le mouvement. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir conscience d'un problème. Encore faut-il essayer d'agir, d'influer, de peser sur ce problème pour essayer d'arriver à trouver des solutions. C'est ça, parce que la majorité silencieuse, même si elle est consciente des difficultés, si elle n'entre pas en action, je dirais même presque en rébellion, ça ne sert à rien. Il faut agir. Donc moi j'espère que les gens vont être un peu plus actifs, quoi. Rejoindre les associations de défense de la nature, Défense the Wolf, il faut qu'on la nomme, qui fait un excellent boulot sur le terrain. Et puis, moi j'espère, au niveau de la faune animalière, continuer à pouvoir en faire, si la santé continue à m'accompagner, et puis avoir bénéficier de nouvelles émotions, sensations au contact de cette nature, quoi. Et encore une fois, j'espère aussi, pour rejoindre ce qu'on disait tout de suite, que les photographes animaliers, qui sont malheureusement pas en première ligne pour la défense de la nature, lui renvoient un peu l'ascenseur, quoi. Ça me semble être un minimum, quoi, le minimum syndical qu'on puisse lui offrir, lui donner en retour, quoi. C'est vrai que la nature nous offre quand même
beaucoup de belles choses. Ouais. Si on pouvait lui en apporter un petit Ben peu, oui, c'est ça, vrai. voilà. Ouais, je suis tout à fait Voilà. d'accord. Pas considérer la nature uniquement comme un supermarché où on va faire notre provision d'images, hein, mais aussi un lieu de respect. On doit être des lanceurs d'alerte quelque part, C'est vrai. puisqu'on est au contact de cette nature, on la voit péricliter, on est aux premières loges pour voir les atteintes qu'elle subit. Donc il faut essayer à notre niveau, notre humble niveau, d'agir contre ces fléaux, ces agressions. Et puis aussi dans les écoles, moi je me rends aussi dans les écoles. Ah, c'est bien. Voilà, ça c'est important, quoi. J'espère que les nouvelles générations, ceux qui seront aux commandes dans 20 ans, seront peut-être plus conscients des enjeux et puis prendront les bonnes décisions. Voilà. C'est beau. Voilà. Et pour terminer, Alain, Ouais. est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes photographes animaliers qui débutent? Tu nous parlais en début d'interview de bien respecter la nature, de prendre le temps de faire du repérage, Ouais. d'éviter de déranger la nature. Est-ce que tu aurais encore un autre conseil, une petite cerise sur le gâteau pour bien terminer? Oui, je fais un petit coup de pub, mais donc moi j'organise aussi des stages, hein, Oui. pour les débutants, si des gens veulent se former à la photo animalière, hein, pas que le côté technique, hein, mais aussi justement apprendre le respect, hein, à travers des affûts, à travers l'approche, à travers la relation qu'on peut essayer d'avoir avec une espèce, quoi. Mais c'est vrai que tu l'as dit, hein, déjà apprendre à connaître la nature, quoi. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Faut pas aller dans la nature comme ça, un peu la gueule enfarinée, petit bonheur la chance en baladant son appareil et puis qu'est-ce qu'on fait, quoi. Non, apprendre à connaître la nature, apprendre à connaître une espèce et puis à partir de là, on peut modestement essayer d'aller la photographier, quoi. Mais s'informer, se former, quoi. Ça c'est indispensable, quoi. Encore une fois, ça doit pas être un objet, un produit de consommation, quoi. Ça demande toute une démarche, je dirais même intérieure, quoi, personnelle, et puis de connaissance, quoi, de découverte progressive, quoi. Voilà. Tout à fait. Voilà. C'est beau. Bah, écoute, merci beaucoup, Alain. Donc, merci de rien. Hein. effectivement, comme tu l'as dit, on peut te retrouver déjà sur Instagram, Ouais. Alain-prêtre-photographie. Ça s'affichera de toute façon en dessous. Sur Facebook aussi, je suis présent. Sur Facebook. Voilà, tu as pour un les site boomers. internet. Voilà. Mais tu as aussi du coup un internet. C'est ça. Une page internet où on peut retrouver toutes tes photos. C'est ça. Où on peut aussi retrouver du coup tes stages Ouais. que tu organises. Ouais. Et puis écoute, je te remercie énormément pour ton partage, pour cet échange qui était merveilleux, puis d'avoir partagé du coup ta passion, de nous avoir emmenés dans tout cet univers qui n'est pas encore assez démocratisé, qui n'est pas encore assez connu. Donc c'est bien que tu aies pu nous partager tout ça. Et aussi ton engagement, ton investissement auprès de la lutte contre tout le mal que l'on fait auprès du sauvage. Donc je te remercie, Alain. Merci, Adrien. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé, de m'avoir suivi dans cette première balade entre passionnés. Évidemment, si ça vous a plu, écoutez, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime. Ça m'aidera à savoir si ça vous plaît, si ce format vous a convaincu. Dans les commentaires, dites-moi si vous avez envie de découvrir d'autres passions, si vous connaissez des personnes qui ont envie de venir, qui ont envie de partager ce qu'ils font, ce qui leur tient vraiment à cœur. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.